Bienvenue chez Mille et un genres, le podcast qui met en lumière le vécu des femmes et des minorités de genre. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique genre et métier. Pour cela, nous recevons Claire Guillet, paysanne boulangère. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, la première question serait, peux-tu nous expliquer votre travail et notamment votre vision de la production agricole et boulangère? Alors, en fait, moi, je fais des céréales. Je suis locataire de terres agricoles. J'ai une exploitation agricole, donc comme n'importe quel paysan paysanne. Et donc dans ces parcelles, je fais des céréales notamment. Et puis, bien, comme on peut pas faire que des céréales, je fais aussi des fourrages et autres. J'ai une rotation comme n'importe quel céréalier, céréalière. Et avec les céréales, donc principalement le blé, le petit épeautre, je les stocke et je les trie et je les transforme en farine puis en pain. Et donc c'est pour ça qu'on utilise le terme paysanne boulangère, même si en fait au départ je suis statut agricole avec paysanne comme titre aux yeux de l'État. Et comme un éleveur qui a le droit de transformer son lait en fromage, moi je transforme mes céréales jusqu'au bout, donc en pain. Voilà. Et selon toi, quelle est l'évolution de la place des femmes à la fois dans le monde agricole, mais également dans le monde de la boulangerie, puisque tu exerces ces deux professions en même temps? Alors dans le monde agricole, moi je crois que j'ai une vision un peu biaisée parce que je suis entourée de beaucoup de femmes. Et du coup, j'ai l'impression que la stat... De temps en temps, j'ai l'impression que la stat, elle est en train d'évoluer. Et en fait, quand même, par moment, je me retrouve aussi seule avec que des mecs. Donc du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense que, notamment, par exemple, dans les milieux en réunion, par exemple, dans une association ou dans les CUMA ou ce genre de choses, c'est quand même assez souvent encore les hommes qui sont représentés. C'est souvent les hommes qui prennent le temps d'aller organiser aussi la vie, l'évolution de la vie paysanne. Ils font la partie représentativité, quoi. Alors que les femmes, elles ont toujours un peu mieux à faire. Elles vont plutôt, si elles ont un peu du temps, faire des choses à la maison ou s'occuper des enfants ou autres. Et en fait, finalement, on les voit assez peu en formation ou en réunion associative ou autre. Elles sont très minoritaires et ça révèle forcément le fait qu'elles sont aussi minoritaires dans les positions de la ferme, quoi. Et alors ça, c'est pour la partie agricole. Et du coup, sur la partie agricole, après, c'est vrai que moi, j'ai aussi connaissance de femmes qui s'installent seules en élevage, mais c'est très rare encore, et de femmes qui s'installent en couple et qui ont vraiment une politique... Enfin, dans le couple, elles vont vraiment partager les tâches à deux avec leur associé, quoi. Que ce soit un homme ou une femme, la deuxième personne. Mais ça reste... en fait, dans le monde agricole, souvent, c'est un héritage familial. Et assez souvent, les petits garçons vont faire plus de choses que les petites filles avec leur papa. Et donc, on hérite, en fait, des habitudes de... en fait, en tant que petit garçon, j'ai passé plein de temps dans le tracteur. J'ai passé plein de temps à faire des tours avec mon père, à aller réfléchir à des choses sur l'élevage ou autre. Et en fait, il y a des automatismes qui arrivent plus vite pour les petits garçons que pour les petites filles. Et les petites filles, elles se sentent assez vite illégitimes. Et ça, c'est valable un peu pour tout, quoi. Même les outils électroportatifs, le bricolage, une petite fille, elle va moins facilement dans l'atelier traîner pour essayer d'apprendre à faire un truc toute seule. Alors qu'un petit garçon, il peut facilement aller jouer dans l'atelier avec son père ou avec son papy ou avec un oncle. Et en fait, ils ont des réflexes et des automatismes qui font qu'ils y vont plus facilement, ils se sentent plus légitimes. Et en fait, la paysanne, c'est quelqu'un qui doit savoir tout faire, quoi. Moi, là, je viens de faire des travaux, j'ai fait un peu d'électricité, j'ai fait du placo, j'ai fait de la meuleuse, j'ai fait de la mécanique. Enfin, faut avoir pas peur de toucher un peu à tout ou de se faire conseiller. Et en fait, c'est vrai que quand on n'a jamais fait, on peut vite facilement se dire... Après, ça dépend des tempéraments, mais on peut facilement se dire... je vais le laisser faire, lui il sait faire, il va aller plus vite. Et puis en fait, on n'apprend jamais, alors qu'en fait, il faut réussir à développer ce truc-là. Et donc, ce qui est intéressant dans la profession paysanne, et qui a peut-être pas dans tous les domaines, mais en fait, chez les agricultrices,
dans l'agriculture, il existe des groupes femmes qui sont pas forcément développés dans tous les domaines. Par exemple, j'en ai déjà parlé avec des copines qui sont dans l'artisanat ou autre. Ça existe pas dans leur domaine. Mais nous, dans le territoire, on a la chance d'avoir des groupes femmes de paysannes. Et donc, en fait, c'est juste des rendez-vous en non-mixité. Alors moi, au départ, j'étais pas hyper favorable à ce truc de la non-mixité parce que je trouvais ça un peu pompeux et je me disais c'est dommage d'avoir besoin d'en arriver par là. Mais en fait, ça permet d'oser donc déjà du partage d'expérience et ça permet aussi d'oser apprendre des nouvelles choses ensemble. Voilà, par exemple, l'année dernière, moi, j'ai pas pu assister, mais les filles ont fait un atelier soudure. Par exemple, dans certains groupes femmes, il peut y avoir apprendre à conduire un tracteur, et après il peut y avoir aussi justement un travail autour du genre pour faire des ateliers de communication même au grand public pour que les gens se rendent compte en fait de justement cette censure qui est imposée aux femmes sur certaines professions. Par exemple, il y a un groupe femmes qui a monté une BD qui s'appelle Il est où le patron, ou voilà, il y a plein de choses autour du genre dans le monde agricole, même si ça reste marginal, mais voilà, c'est quelque chose qui existe dans le monde agricole et je sais pas si ça existe dans beaucoup de domaines. Mais ça reste une chance d'expérimenter des choses en non-mixité. Et même si moi, j'étais pas la première à trouver ça intéressant, finalement, ça me semble assez pertinent. Quand tu parlais tout à l'heure de la visibilité dans l'association, que les femmes étaient peu visibles dans les associations parce qu'elles sont à la maison, parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, des tâches domestiques, donc elles ont moins de visibilité, que pour l'apprentissage des connaissances, c'est plus facile pour les garçons de les apprendre parce que dès petits, en fait, ils ont un peu cette autorisation implicite de pouvoir traîner avec les pères, les grands-pères, les oncles dans les ateliers pour le bricolage, alors que finalement, pour les femmes, on est obligé de mettre des choses en place par la suite, comme les groupes en non-mixité ou comme des formations après, pour apprendre des choses qui nous ont été limitées quand on était dans le cadre de la sphère familiale. En fait, par rapport en tout cas à tout ce qui est apprendre des choses quand on est enfant, j'ai l'impression que, mais ça c'est quelque chose de culturel, j'ai l'impression que une petite fille, elle est plus fragile qu'un petit garçon. Et j'avais déjà entendu ça, un papa qui faisait l'expérience de temps en temps de changer le genre de son enfant, de son bébé, juste pour voir comment les adultes autour de lui réagissaient. Et quand il disait c'est un petit garçon, et il y avait des gens qui boxaient le petit bébé en faisant semblant de mettre des points, mais qui le challengeaient un peu, genre oh ouais il est super costaud ou je sais pas quoi. Et dès qu'il disait c'est une petite fille, elle est trop mignonne, elle est en fait les qualificatifs et les attentes même déjà sur le nourrisson c'était pas les mêmes, alors qu'en fait c'est qu'un nourrisson c'est un bébé, dans les deux cas il est fragile et c'est tout quoi. Et du coup je pense que ça se prolonge, et quand l'enfant il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, la petite fille, elle reste plus fragile que le petit garçon dès l'enfance. Et donc, la petite fille, elle pourrait se blesser, alors qu'en fait, c'est un enfant. Il ou elle est en train d'apprendre et il peut se blesser, c'est sûr. Donc effectivement, on va pas oser l'emmener sur le tracteur, on va pas... Enfin, ça change, heureusement, mais c'est quelque chose qui est... c'est dans l'inconscient collectif, quoi. On fait avec ce qu'on a et avec les habitudes qu'on a, et c'est compliqué de se rendre compte que c'est dans l'inconscient collectif et que, en fait, à 5 ans ou à 6 ans ou à 7 ans, il n'y a pas de raison qu'il y ait des grosses différences entre un enfant garçon ou un enfant fille. Et du coup, à partir de là, oui, comme tu dis, il y a tout à revoir, et effectivement, non, la petite fille, elle est pas plus fragile que son frère, elle peut aller dans l'atelier si elle veut, et donc, pour la partie... bricolage, j'ai traîné avec son père et avec ses oncles et autres. Et après, pour la partie maison, effectivement, on aurait tout intérêt à imaginer que les petits garçons et les petites filles passent autant de temps avec l'adulte qui s'occupe de la cuisine. Puis c'est dans la représentation aussi, en fait, comme cette question du genre, elle est hyper fraîche, elle est hyper nouvelle, ça fait pas beaucoup de temps qu'on s'y intéresse vraiment. Avant, c'était acquis et normal que la femme restait plutôt à la maison et l'homme était plutôt sur les activités extérieures. Du coup, les représentations qu'on en a, c'est maman qui fait la cuisine et c'est papa qui bricole. Et en fait, c'est quelque chose qui est transmis aussi. Voilà, l'enfant, il a vu que ça se passait comme ça, donc il s'identifie à l'adulte qui correspond peut-être à son genre, et du coup, il reproduit forcément. Donc... J'ai pas répondu sur la question du genre et des boulangers, mais c'est vrai que c'est un truc alors pour le coup moi j'ai pas trop de connaissances en boulange parce que j'ai pas travaillé beaucoup en boulange, mais effectivement en général de ce que j'en entends, le boulanger c'est celui qui fait le pain et la boulangère c'est celle qui vend le pain, quoi. Et quand je dis je suis
paysanne enfin voilà, quand je présente mon activité, il y a des gens qui pensent qu'il y a quelqu'un qui fait le pain pour moi, qui comprennent pas qu'en fait ça inclut tout quoi. Et puis en fait, pareil, ils pensent que peut-être quelqu'un fait les champs pour moi et que je gère ma ferme, enfin quelqu'un s'occupe de ma ferme et que c'est pas moi qui prends les décisions. Alors qu'en fait cette activité-là, bah, c'est du début à la fin et jusqu'à la vente du pain quoi, et jusqu'au fait de fabriquer le pain. Donc voilà. Pourquoi et comment t'es-tu lancé dans cette profession, voire ces professions, et quelles ont été tes premières impressions? Alors moi je me suis lancée là-dedans un peu par hasard. Au départ, je faisais un métier qui avait pas grand-chose à voir. Je travaillais dans le monde de l'eau en fait. Mon travail, c'était la dépollution de l'eau potable et la dépollution des eaux usées aussi. Et sur l'eau potable, en fait, je trouvais que c'était des coûts assez faramineux. Ça représentait toujours des sommes importantes. Par exemple, j'ai le souvenir d'une petite commune de 1000 habitants où, en fait, comme l'eau avait été polluée au nitrate à cause du champagne, enfin des vignes de champagne à côté, ben voilà, la ville était obligée de payer 1 million d'euros. Donc pour 1000 personnes, ça fait quand même cher, je trouve. Et pour juste refaire un forage de l'autre côté de la rivière, parce qu'il y avait une autre nappe pas polluée. Et du coup, je me disais, bah quand même, ce 1 million d'euros, peut-être, enfin, c'est fou qu'on ait eu besoin de le dépenser. Et moi, du coup, je me suis intéressée à ce moment-là au domaine de l'agriculture et au côté, voilà, agriculture bio. Et en fait, comment faire pour éviter d'arriver au traitement de l'eau et comment éviter le traitement de l'eau avec des pratiques plus vertueuses agricoles, quoi. Et donc, de fil en aiguille, je cherchais dans le domaine agricole, mais j'avais pas forcément envie de passer des années en formation. Et en fait, un jour, je suis tombée sur quelqu'un qui faisait ce travail de paysan boulanger. Et je suis allée faire du pain avec lui. Au début, j'ai pensé m'installer que faire du pain. Et puis finalement, comme mon père était encore céréalier, qui venait de passer en agriculture bio, je me suis dit, bon, bah voilà, vu que l'agriculture, c'était quelque chose qui m'animait, ça avait l'air un peu tout tracé. Et puis dans les choses qui ont facilité, il y a aussi le fait que j'ai rencontré un autre paysan boulanger qui venait de monter un fournil partagé, donc un outil qu'il mettait à dispo à ce moment-là, une autre personne, et un peu plus tôt, une troisième aussi. Et la troisième venait de partir, du coup, il y avait un peu une place qui s'était libérée. Et en fait, bah, ce truc-là m'a un peu servi de pépinière pour me lancer, quoi, cet endroit-là, ce lieu-là. Et donc, voilà, c'était une belle opportunité. Et puis, c'est tombé aussi un moment où, voilà, au niveau des débouchés commerciaux, ça s'alignait plutôt bien aussi. Donc, je me suis lancée un peu la fleur au fusil sur un coup de tête. En 6 mois, j'étais installée, ce qui est assez rare, ça arrive pas dans le monde agricole, il faut réfléchir longtemps. Les démarches administratives, c'est un peu long, trouver des terres, c'est long. Et moi, j'avais un peu enfin voilà, des raccourcis pour tout, donc ça a été vite. Bah, merci à toi pour le partage de ton parcours. C'est Merci. super intéressant de voir les évolutions que ça peut prendre. Est-ce que tu as eu des remarques sexistes ou des avis défavorables concernant ta carrière? Si oui, comment est-ce que tu as réagi? Comment est-ce que tu as ressenti? Et au-delà des remarques sexistes, est-ce que tu en as eu aussi sur tes méthodes de production, que ce soit en biologique ou ta double mission? Sur les remarques sexistes, pas trop directement. Mais après, dans mon travail d'avant, bah pareil, c'était la construction. Du coup, j'étais pas mal confrontée à un milieu d'hommes. Et je me souviens que, étonnamment, j'avais plutôt droit à un capital sympathie. Là où, en fait, en tant que jeune diplômée qui arrive sur un chantier, on est un peu bizuté normalement. Et ben moi, en tant que femme, j'avais un peu droit à un capital sympathie. J'avais un peu moins droit au bizutage. Et du coup, à ce niveau-là, bah, on me traitait pas de la même manière, mais c'était plutôt à mon avantage. Là, dans le monde agricole, directement, je l'ai pas senti moi, mais je pense que c'est plutôt un coup de chance. En fait, je dirais que en tant que femme, ce qui se passe facilement, c'est que les autres personnes se sentent plus légitimes à faire un truc, et du coup, ils vont facilement t'enlever les outils des mains ou te proposer de faire à ta place, ou c'est plus ça qui va arriver. Du coup, bah, ça peut vexer, et en même temps, bah, maintenant, moi, je prends le truc à la blague de, bah, vas-y, hein, si t'as envie de porter, de te faire mal. Enfin, voilà, je commence à avoir du détachement avec ça, parce qu'en fait, si ça leur fait plaisir de prendre ma charge et de porter les trucs pour moi, bah, tant mieux, je vais pas me battre à tout prix, mais c'est vrai que
Parfois, c'est un peu déroutant parce qu'on se dit, si j'étais un garçon, il me ferait pas ça, c'est sûr. Mais bon. Et alors après, une fois, j'ai entendu par contre des témoignages un peu choquants, mais moi, j'ai pas vécu ça directement. Mais ma voisine qui est éleveuse, une fois, il y avait un vélage difficile avec, donc il y avait le veto, elle et son compagnon. Et en fait, il fallait, enfin, c'était compliqué de sortir le veau et en gros, fallait y mettre la main. Et là, le veto commençait à dire il faudrait des petites mains fines et frêles. Et donc, en gros, il se tournait vers elle, alors que, ben, en fait, les deux font à peu près le même gabarit. Et si ça se trouve, ils ont les mêmes mains. Donc, c'était un peu ridicule. Mais et puis, enfin, ouais, lui, il avait quelques commentaires un peu misogynes. Et moi, j'ai pas trop assisté à ça, mais je pense qu'il y en a plus dans les domaines de l'élevage. Je pense que je suis un peu privilégiée parce que je travaille pas tant que ça. Je pense qu'en élevage, on travaille plus avec des vieux bourrus de la profession, alors que moi, je fais un peu de la prestation de service, mais je suis directement avec des gens qui sont relativement jeunes et relativement ouverts d'esprit, donc j'ai pas trop de remarques sexistes. Et mes clients, c'est des gens... Donc en fait, les gens avec qui j'interagis, ils ont pas trop les codes macho, quoi. Donc ça va. Mais je pense qu'en élevage, c'est pas le même délire, quoi. Merci à toi. Merci. Et concernant du coup tes méthodes de production, est-ce que tu as eu des remarques par rapport à comment est-ce que tu gères ton exploitation? Sur la partie bio, ça commence à faire son chemin tout seul et du coup, je suis arrivée au moment où c'était un peu plus socialement accepté que c'était potentiellement une agriculture pas moins valable que le reste. Là où par contre les gens comprennent pas trop, c'est le rythme de travail parce que moi j'avais envie aussi de être dans un système où je pouvais éventuellement garder du temps libre, notamment pour la vie associative justement. Et en fait, du coup, je fais du pain qu'une fois par semaine et ça, les gens comprennent pas trop ce choix-là. Mais sinon, sur la partie agricole, ça commence à être euh, vu dans les campagnes de l'agriculture bio, donc ça va. On n'est pas. Enfin, je pense que d'autres l'ont fait avant moi, le travail de pédagogie. Quel est le quotidien d'une femme paysanne boulangère? Et es-tu pleinement satisfaite professionnellement aujourd'hui? Alors, le quotidien d'une femme paysanne boulangère, moi, dans mon quotidien, en tout cas, il y a une partie qui est tout le temps la même réglée. C'est le moment où je prépare les pâtes, donc je fais mes mélanges farine-eau avec le sel et le levain. Et ensuite, je façonne, je cuis, je pars en livraison. Ça, c'est un peu un temps qui est calé dans la semaine et qui est toujours identique et que je peux pas bouger. Parce que voilà, j'ai des clients qui m'attendent, j'ai des commandes en fait, donc ça c'est toujours le même moment. Donc moi ça tombe dimanche en fin de journée et lundi. Et j'ai une partie de préparation des levains dimanche matin à 1 heure. Mais en gros, mon temps de travail est concentré sur ces 2 journées-là. Et une fois, j'avais évalué, ça me prend entre 16 et 20 heures sur ces 2 jours-là. Donc c'est un peu concentré sur ces 2 jours-là. Et après, tout le reste, c'est assez souple parce que le lundi soir, quand j'ai fini de livrer le pain pour la semaine. Et moi, j'ai choisi pour l'instant, mais parce qu'aussi je peux me le permettre, de faire pas beaucoup de pain toute l'année, mais d'avoir du temps libre et de temps en temps de faire des grosses semaines où je fais des remplacements en fait. Et comme ça, le reste de l'année, je suis assez cool. Moi, je préférais le faire comme ça et du coup avoir de la souplesse dans mon emploi du temps plutôt qu'avoir au moins 2 journées de prod par exemple et puis du coup être contrainte 40 heures par semaine quoi. Donc moi, je suis contrainte en gros 20 heures et puis le reste du temps, je l'organise à ma sauce et de temps en temps, je prends des remplacements. Et dans le reste du temps, ce que j'ai à faire, c'est voilà, parfois il y a des travaux des champs, il y a de la compta forcément beaucoup parce que je fonctionne à la commande, donc j'ai beaucoup de temps administratif. Je suis agricultrice, donc comme tous les agriculteurs, j'ai des obligations voilà, administratives. Je sais pas moi, les impôts, la PAC. Moi, je suis en agriculture bio, donc j'ai un contrôle bio. Voilà, en fait, tout ce qui concerne la traçabilité, ça prend un peu de temps. Donc voilà, il peut y avoir des commandes aussi d'ingrédients pour mettre dans le pain. Et après, j'ai tout un volet aussi entretien du fournil, aménagement parce que mon fournil il est neuf, donc j'ai encore des travaux. Il peut y avoir faire ma farine aussi, ça c'est toutes les semaines aussi que ça revient, donc triage, brosse, farine.
Voilà. Donc tout le reste, ça se remplit de manière opportune en fonction des priorités et des besoins. Et après, moi, je passe aussi presque une journée par semaine à faire du bénévolat comme administratrice dans une association de développement de l'agriculture bio. Donc ça me prend presque une journée par semaine, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Donc voilà. Merci à toi. En dernière question, nous aurions que faut-il mettre en place selon toi pour favoriser davantage l'inclusion des femmes et des minorités de genre dans ces métiers ruraux, que ce soit par la visibilité, la formation ou bien les méthodes de travail? L'un des trucs qui me semble important, c'est les politiques publiques en fait, pour que les femmes puissent être vraiment réellement libres de faire les métiers dont elles ont envie et besoin. Et ben, il y a la question de partager vraiment le temps pour les enfants. Que ce soit socialement accepté qu'un homme parte à 16 heures parce qu'en fait, il va se chercher ses enfants à l'école. Et qu'on le mette pas pour autant sur un piédestal, parce que c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un homme qui le fait, c'est un héros, alors qu'en fait, ça devrait juste être normal. Et que ça soit réparti vraiment, plus de crèches. Donc voilà, un vrai partage de la charge de s'occuper des enfants, parce qu'en fait, euh, enfin, tant qu'on n'a pas ça, déjà, on est un peu plus à l'équilibre, et dès que les enfants arrivent, en fait, ça se redéséquilibre, même si on était en train d'évoluer par exemple, dans un couple. Et ben, dès que les enfants arrivent, en fait, on le voit que ça redéséquilibre ce qui avait été mis en place avant, parce que voilà, par contrainte, quoi. Donc il pourrait y avoir ça. Et après, c'était quoi les autres questions? La représentativité aussi, bien sûr, ouais, parce que, comme je disais à un moment, l'histoire des assos, des CUMA, des lieux agricoles, en fait, où les gens parlent, c'est quand même souvent des hommes qui parlent, quoi. Les femmes, elles se sentent tellement pas légitimes à le faire qu'elles se censurent, alors qu'en fait, il y a plein de moments où, en fait, elles sont pas moins légitimes que les hommes. Par exemple, moi, je suis... pour le compte de l'association dans laquelle je suis, je vais représenter cette association auprès d'un syndicat d'eau. Et en fait, j'ai remarqué que les personnes qui sont présentes, c'est quand même souvent des hommes, majoritairement des gens retraités parce qu'il faut avoir du temps. Et en fait, la plupart n'y connaissent absolument rien et pourtant sont vachement donneurs de leçons. Et moi, par exemple, n'y connaissant rien, je pourrais du coup me censurer et pas prendre la parole dans ces lieux-là, alors que finalement, en fait, les autres sont dans le même cas que moi et pourtant se le permettent. Donc il y a vraiment un truc à changer avec la légitimité qu'on a en tant que femme. On a vachement le syndrome de l'imposteur, alors qu'en fait, dans plein de cas, on est autant légitime que quelqu'un d'autre à prendre la parole. Donc je crois qu'il faut oser, quoi. Et puis se faire confiance. Et puis, quelque part, c'est plutôt sain d'avoir le syndrome de l'imposteur, mais faut réussir à le surpasser et on le fait à notre manière, en prenant quand même la parole. Même si parfois c'est maladroit, on y va plus avec des pincettes, il y a moins d'assurance, mais c'est peut-être un peu plus authentique aussi, et peut-être parfois on arrive à faire passer des messages que d'autres n'arrivent pas à faire passer. Donc au contraire, faut y aller parce qu'on le fait pas pareil, et au contraire, faut y aller, quoi. Il faut pas avoir peur. Et la formation, j'ai vu qu'il y avait ça aussi dans les questions, formation et méthode de travail. La formation, oui, c'est sûr que ça, c'est tout des choses à revoir dans ce dont je parlais tout à l'heure. L'inconscient collectif, il est empreint d'a priori, et forcément, ça se transmet par tous et toutes à l'école, en formation. Enfin voilà, on va orienter plutôt vers tel ou tel métier. C'est l'inconscient collectif qu'il faut déjà réussir à nommer, parce qu'en fait, avant, juste, on n'en parlait pas. Donc ça va venir, il faut être un peu patient, mais ça vient, quoi. Moi, je pense que ça va évoluer. Ok. Eh bien, merci à toi pour ce témoignage qui était particulièrement intéressant et très riche. Je pense que ça pourra inspirer pas mal de personnes et pas mal de discussions. Donc, merci Claire pour le temps que tu nous as consacré. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter l'intégralité de nos épisodes sur notre chaîne YouTube Alliés des genres.
C'était le podcast 1001 genres par Unicité Niort.